Mesdames, Messieurs, pardonnez-moi, j'étais habitué à l'utilisation des écouteurs. J'étais parti parce que c'est le cas dans les autres salles. Alors ici, on fait les choses plus simplement. Je vous accueille bien volontiers. Vous êtes très nombreux. Je vous en remercie. Je crois qu'on n'a pas à en être surpris parce qu'on va parler d'un sujet pour lequel probablement une majorité de visiteurs du Salon de la copropriété viennent ici. C'est pour avoir les idées au clair sur la manière de bien entretenir son immeuble, de le rénover. Alors dans ce sujet, je dis tout de suite avant de vous présenter nos experts qu'on va parler de rénovation en général, mais je les en ai avertis en échangeant avec eux avant cette table ronde. Je pense qu'on va très vite aussi atterrir sur la transition énergétique. C'est la préoccupation du moment dans ce grand souci général de bien valoriser nos immeubles en copropriété. Je vous présente nos orateurs que je remercie d'ores et déjà. Ils sont 5. Alors ça veut dire que dans un premier temps, je vais les conduire à dire l'essentiel je les remercie d'être relativement concis dans leurs réponses pour qu'on puisse balayer largement le sujet et ensuite que la salle puisse poser des questions et que vous complétiez par vos réponses. Je salue, alors je ne sais pas si je vais le faire dans l'ordre, Jessica Jacobi-Coali, elle est chargée d'animation du réseau professionnel au sein d'une institution qu'elle nous présentera en quelques phrases, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde la connaisse encore suffisamment bien, c'est l'Agence parisienne du climat. Alors, je vais tout de suite à Irène Demout, donc je ne suis pas l'ordre d'installation. Elle est d'abord, à titre professionnel, la directrice commerciale d'une entreprise bien connue des copropriétaires et des syndics, qui est Socateb. Elle est à un autre titre dans ce débat. Elle est membre du bureau de Rénovactif, qui est une association proche de la Fédération française du bâtiment. Elle aussi pourra nous présenter Rénovactif, parce qu'il y a peut-être encore un peu de didactique à faire. Entre elles deux, un homme qui est un peu mon sosie, vous en conviendrez, Dominique Cottineau. Quand l'un ou l'autre est empêché, il arrive que voilà, on se rende des services. Bon là, vous avez de la chance, on est tous les deux là. Dominique Cottineau, il est le directeur en charge des territoires, donc il sillonne la France d'ailleurs pour porter la bonne parole au nom de Promotelec. Même Promotelec, je pense que ça méritera peut-être un petit mot de présentation. Julien Souchon, il est directeur commercial d'une maison bien connue aussi de vous, qui est Harmonie, qui nous reçoit quelque part sur ce salon, et en général qui nous reçoit très bien, voilà, beaucoup de générosité. Le plus proche de moi, et c'est vrai aussi parce que il est prof dans mon école, et j'en suis très fier, c'est Gérard Brenat, syndic de copropriété, et il est le syndic le plus proche du salon de la copropriété, puisque son cabinet, en gros, vous traversez le boulevard et vous êtes chez lui, voilà. Ça veut pas dire qu'il n'a pas de mérite en venant ici, et on le remercie aussi. Alors, 3 grands domaines sur la rénovation de l'immeuble. On va parler d'aide à la décision, on va parler de travaux, nature des travaux, et on va parler de financement. Gérard, pour camper le décor, on a pas mal de micros, donc prenez-en un. Pour qu'il fonctionne, il faut qu'il soit en fait, il faut qu'il soit éteint. Non, il faut qu'il soit éteint. Là, il est allumé quand il est éteint. Voilà. C'est normal. Je suis désolé, c'est contre-intuitif. J'ai mis du temps pour le comprendre, mais je transmets aux autres. Et vu que vous n'êtes pas bavard. Voilà. Donc, Gérard, et puis je poserai aussi la question à Irène, si elle le veut bien. Sur ces travaux, je disais, on a un périmètre large de rénovation. Quelles sont les grandes catégories de travaux aujourd'hui que souhaitent engager les copropriétaires, ou peut-être pour lesquels ils sont réticents, mais en tout cas qui se révèlent nécessaires pour le bon entretien des immeubles et pour la valorisation des immeubles, pour la modernisation, l'évolution des immeubles. Alors, bonjour à tous. On va parler dans le cas idéal de copropriétaires qui sont dans un cadre de plan, on va dire, de plusieurs années de travaux.
Ceux qu'on rencontre le plus souvent, qui sont ce qu'on appelle ceux de présentation, très souvent c'est la cage d'escalier qu'on refait la plupart du temps assez régulièrement, à peu près pour certains 10 ou 15 ans. Ensuite, on en arrive sur les gros travaux comme les toitures, comme les ravalements, qui sont les travaux les plus longs et plus durables. Il y a certains d'ailleurs peuvent devenir obligatoires. On peut avoir des injonctions de faire certaines choses. Alors ensuite, il y a les injonctions qui sont données par les différentes mairies qui peuvent effectivement obliger que le ravalement soit fait pour des raisons qui parfois leur sont propres, mais en tous les cas, il peut y avoir les injonctions. De là, on a un certain nombre d'années pour pouvoir préparer tout ça en assemblée générale avec des décisions sur la nature des travaux à faire. Il y a, on va dire, tous les travaux d'entretien qui sont ce qui est les canalisations, qu'elles soient montantes ou descendantes. Et puis, il y a un élément qui est malheureusement, il y a eu un anniversaire là-dessus, mais un peu sinistre. Il y a ce qui se passe en dessous des immeubles, où, en l'occurrence, toutes les canalisations de tout à l'égout, les raccordements aux parties, en l'occurrence des villes, qu'il faut, dans certains cas, dans certaines villes, envisager de vérifier si c'est pas à refaire, puisque, notamment à Paris, il y a certains immeubles où les canalisations qui sont en dessous de l'immeuble datent presque de Jean Valjean, donc il faut à un moment donné envisager de savoir si l'étanchéité est assurée à ce niveau-là. Donc voilà les grandes tranches, il y a les tranches, on va dire, moins chères qui sont la cage d'escalier, les canalisations, et puis il y a tous les gros travaux qui sont de consolidation, de gestion du patrimoine. Et après on en revient avec les travaux correspondants ou on va dire tout ce qui est énergétique et des choses comme ça, mais qui rentrent dans le ravalement, dans la toiture ou d'autres choses. Irène Demuth, votre regard, alors un petit mot sur Rénovactif, hein, je l'ai annoncé, et puis votre regard sur les travaux aujourd'hui sur lesquels il faut vraiment se pencher, la place de la transition énergétique dans cette affaire et le rôle des entreprises que vous représentez au-delà de la vôtre. Alors il doit être allumé, donc il faut l'éteindre. C'est bon là. Et voilà. Donc bonjour, donc Irène Demuth, moi je suis membre de Rénovactif, qui est une association qui émane de la Fédération parisienne du bâtiment et de la Fédération de le Grand Paris. Donc l'objectif de Rénovactif, c'est d'informer, d'accompagner et de promouvoir la rénovation énergétique auprès des entreprises qui sont déjà RGE pour pouvoir apporter une offre globale dans le cadre de la rénovation énergétique. Donc voilà un petit peu les missions et on a mis en place un programme de formation pour ces entreprises qui concerne un voyage d'études à l'étranger et ensuite un format de formation sur tout ce qui est domaine réglementaire, assurantiel et puis l'approche client pour apporter une offre globale aux copropriétaires. Un petit mot sur RGE. Alors on va essayer de bannir les acronymes parce qu'on est entre soi avec des personnes qui sont déjà des spécialistes de la copropriété, mais quand même, RGE, qu'est-ce que ça veut dire et que sont ces entreprises qui ont ce label? Alors ce sont des entreprises qui sont reconnues garants pour l'environnement et qui travaillent donc sur la performance énergétique des bâtiments. Donc vous allez retrouver des entreprises RGE dans le domaine de la façade pour qui concerne l'isolation thermique par l'extérieur, des entreprises d'étanchéité qui vont également être RGE, des entreprises de chauffage, en fait tout ce qui va concerner la rénovation énergétique du bâtiment et faire du gain et des économies d'énergie. Alors on reviendra dans la partie financement sur le lien avec RGE. Quand on fait, juste d'une phrase, quand on fait engager des travaux par une entreprise qui porte ce label, on est aidé plus qu'on ne le serait si elle ne portait pas ce label. Tout à fait. Les entreprises RGE peuvent permettre aux copropriétaires de travailler sur des travaux d'isolation thermique, des travaux d'isolation d'étanchéité de toiture terrasse, sur les chaufferies. En fait, tout ce qui va concerner le domaine énergétique, il faut qu'aujourd'hui vos entreprises soient RGE. Et ça représente à peu près en Ile-de-France, on a 5000 entreprises RGE qui sont donc qualifiées dans leur domaine d'intervention. Sur combien d'entreprises? C'est un club, si je puis dire, fermé ou assez ouvert aujourd'hui? Alors, sur l'ensemble, je n'ai pas le chiffre sur l'ensemble, mais ça représente une part importante des entreprises qui, aujourd'hui, se sont lancées dans la rénovation énergétique. Une part croissante? Oui, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, Rénovactif leur permet justement d'approfondir, par rapport à la qualification RGE, d'approfondir leur domaine d'approche sur la rénovation énergétique. D'accord. Dominique Cottineau,
Un mot sur Promotelec et après on comprendra aussi, et je voudrais que tu nous donnes ton regard sur la nécessité de faire certains types de travaux qu'on n'a pas spécialement évoqués jusqu'à présent et qui sont de ton domaine. Merci Henri, bonjour à toutes et à tous. Alors Promotelec, pour faire très rapidement, c'est une association qui a une dimension d'intérêt général pour porter les enjeux autour, enfin 3 enjeux de fond autour de l'électricité qui sont la sécurité des installations électriques et notamment des installations électriques existantes, la contribution des solutions techniques dans le confort pour chacun et notamment l'accompagnement du parcours résidentiel de vie et le vieillissement de la population et le maintien à domicile. Et puis le 3e enjeu, c'est l'accompagnement de la performance énergétique et environnementale des constructions, mais aussi et surtout, parce que l'enjeu est là, des rénovations, et c'est peut-être ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et tout cela, c'est dans le hall au stand D36. D'accord. Le rôle de Promotelec, on a bien compris ce que pouvait faire Rénovactif en formant, en stimulant les entreprises, en accompagnant leur labellisation. Promotelec, vous avez un lien avec les copropriétaires, les syndics, les syndicats de copropriété. Comment on fonctionne avec vous? Alors, Promotelec a pour vocation d'animer les filières professionnelles, donc de leur porter des messages autour des enjeux que nous promouvons, le pourquoi et le comment y répondre. On s'adresse aussi beaucoup aux collectivités territoriales, aux institutionnels du logement en région, et ça fait partie de mes missions, pour les éclairer de façon pragmatique, le tout toujours dans une dimension d'intérêt général sur les politiques du logement qu'ils peuvent être amenés à mettre en place, les éclairer sur ce sujet-là. Et puis aussi auprès du grand public au sens large, et là les copropriétés s'inscrivent un petit peu dans ce sens, sur avoir des messages qui soient relativement grand public sur des sujets qui peuvent apparaître complexes et amener un éclairage dans une dimension de ce que l'on appelle les justes exigences ou les justes travaux. C'est-à-dire qu'il s'agit de faire bien au bon moment, sans doute pas trop, mais surtout pas trop peu. De vraiment avoir le curseur au bon endroit. Ça concerne notamment, on pourra en parler, des travaux liés à la sécurité des installations électriques, ce que l'on doit à une copropriété au niveau des parties communes, ce que l'on doit à un locataire si l'on en a un, ce que l'on se doit aussi peut-être à soi-même en tant qu'occupant. Et puis, là aussi, penser aujourd'hui, lorsqu'on va parler rénovation énergétique, et il faut cesser de penser à la seule rénovation énergétique, parce que la rénovation aujourd'hui doit être énergétique et environnementale. On parle d'énergie depuis 1974, choc pétrolier, première réglementation thermique, mais la prochaine réglementation pour le neuf, elle ne sera pas thermique, elle sera environnementale. Et la rénovation va... C'est-à-dire très globale, en fait. Va être très globale, ouais. Et la rénovation va être légitimement et mécaniquement embarquée aussi dans ce sens. Et aujourd'hui, lorsque l'on pense à une rénovation, et a fortiori d'une copropriété, parce que c'est forcément ambitieux, il faut se projeter sur ces enjeux-là. On est en retard sur les questions d'une part de mise aux normes, de modernisation électrique. Là, on est en retard, clairement, dans les immeubles en copropriété ou pas, dans nos villes. En retard, la sinistralité elle est toujours importante. J'ai quelques chiffres, puisque Promotelec contribue au fonctionnement de l'Observatoire national de la sécurité électrique. Ouais. Aujourd'hui, on a un parc de 36 millions de logements. Il y en a 30 millions qui ont plus de 15 ans, puisque mécaniquement, la progression des bâtiments neufs, c'est 1% par an. Donc sur les plus de 15 ans, d'une part, on a sur les plus récents d'entre eux des choses qui ne sont pas forcément en phase avec la norme actuelle, mais qui ne posent pas forcément des problèmes directs de sécurité de l'installation électrique. Et puis ensuite, il y a véritablement des installations qui s'avèrent dangereuses. Alors, le dispositif légal a fait que, en 2009, a été introduite la notion d'un diagnostic électrique obligatoire en cas de mutation d'un bien. Et puis depuis 2017 et 2018, ça s'est fait en 2 étapes, l'obligation de faire un diagnostic électrique obligatoire pour la mise à la location. Donc ce qui permet d'intégrer des éléments par rapport aux parties privatives d'une copropriété. Se pose la question des parties communes, où il n'y a pas aujourd'hui de dispositif réglementaire de contrôle par rapport à cela. Pas d'obligation. Pas d'obligation. On est sollicité et on répond à des sollicitations de la part du ministère du Logement pour réfléchir à ce qu'il y aurait lieu de faire, parce qu'il y a encore une sinistralité aussi importante par rapport à cela au niveau des parties communes d'immeubles. Donc c'est de pouvoir répondre à un nécessaire enjeu de sécurité pour les biens, sécurité pour les personnes, mais aussi, et dans les réponses que l'on porte aujourd'hui auprès du ministère, toujours s'inscrire dans ce qui est vraiment une valeur forte pour nous,
la notion de juste exigence. Il ne s'agit pas d'aller amener de la surenchère, Bien il sûr. s'agit d'assurer le minimum de la sécurité attendue, avec des évolutions qui arrivent. Donc, c'est-à-dire, il y a le vieillissement naturel de l'installation, et puis aussi les nouveaux usages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, eh bien, on va greffer sur une copropriété, lors d'une rénovation énergétique notamment, des panneaux photovoltaïques. On va avoir progressivement, et ça pose beaucoup de questions aussi, l'arrivée de la recharge de véhicules électriques. Lorsque l'on a des box, des parkings ou Il y aura d'ailleurs ou des une garages. conférence spécifique sur le sujet. Voilà, Tout à donc fait. ça impacte aussi des nécessaires Oui. évolutions par rapport à cela. Alors, qui valorise l'immeuble dans son ensemble, et les parties privatives sont valorisées par les travaux qu'on va faire sur l'immeuble en général. Tout à la fait. partie commune. Ça fait partie, des critères. C'est-à-dire qu'il faut bien considérer que lorsque on va vendre un bien, s'il n'est pas en sécurité sur le plan électrique, eh bien, il va être dévalorisé. Donc autant pouvoir anticiper et ne pas être amené à faire les choses dans l'urgence. De la même façon, si on est sur une mise à la location, eh bien, c'est de ne pas être amené à faire les travaux dans l'urgence parce qu'il y a un nouveau locataire qui arrive et puis qu'il faut qu'on le loue en état. Et puis l'installation électrique des parties communes, lorsqu'on doit aussi vendre un bien ou le louer ou avoir l'état de sa copropriété, si on voit des fils qui sont pendants, des appareillages qui sont cassés, ça dévalorise aussi le bien au sein de la copropriété. Julien Souchon, deux, trois choses. On va peut-être dire un mot sur le métier d'Harmonie, au cas où certains ne connaîtraient pas. C'est une entreprise réputée dans notre région en particulier. Un petit mot. On va entrer aussi dans le process pour réussir les travaux. Alors réussir, c'est déjà bien les choisir, prendre conscience de ce qu'il faut faire. On a commencé à en parler avec les trois interventions précédentes. À quel moment et de quelle manière faut-il engager le dialogue avec une entreprise? On sait aussi qu'il peut y avoir le besoin d'une mise en concurrence pour comparer. Sûrement pas seulement les prix, je voudrais qu'on y revienne d'ailleurs. Et puis la notion d'engagement de l'entreprise aujourd'hui, parce que qu'on parle de travaux en général ou de transition énergétique, de rénovation, on va exposer des coûts importants. C'est un investissement, on le comprend, mais est-ce qu'on va pouvoir en mesurer les résultats et est-ce que les entreprises s'engagent véritablement dans la réussite des travaux qu'elles vont faire pour la copropriété? Bonjour à tous, merci beaucoup de me donner l'opportunité de pouvoir m'exprimer devant vous aujourd'hui. Alors pour répondre à vos questions, je vais présenter vraiment très brièvement Harmonie. Harmonie est une société familiale qui a été créée en 1977. Nous sommes spécialisés dans deux types de métiers principaux. Le ravalement comprenant bien sûr l'isolation thermique par extérieur, ainsi que les étanchéités qui sont également très liées aux économies d'énergie qui peuvent se faire dans le cadre des rénovations en copropriété. Nous sommes actifs aujourd'hui en Île-de-France. Et Harmonie, en deux mots, aujourd'hui, c'est environ 17 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 90 collaborateurs, sachant que nous ne travaillons exclusivement en copropriété. Nous ne travaillons pas du tout avec les bailleurs sociaux, les particuliers ou les marchés publics. N'y voyez rien de péjoratif, c'est simplement un choix qui a été fait de travailler en copropriété, qui est un domaine qui est particulier en ce domaine. Voilà, justement, la question que je pose sur le bon process Oui. avec le syndic, avec les instances de la copropriété, Alors, tu en es familier. La rénovation énergétique, elle a amené quand même quelque chose de très particulier, c'est la multiplication des acteurs qui participent à ça. Effectivement, il y a le syndic qui est très présent. Avant tout, il y a le conseil syndical qui doit être bien sûr moteur dans le cadre d'une rénovation énergétique. On a la maîtrise d'œuvre, on a le bureau de contrôle, on a le bureau d'études, on a l'auditeur énergétique la plupart du temps, on a l'opérateur financier. Enfin, on a quand même une multitude d'acteurs qui participent aujourd'hui à la bonne réussite d'une rénovation énergétique. Je ne veux pas du tout vous effrayer en parlant du nombre d'acteurs. Ce qu'il faut surtout, c'est réussir à prendre les choses dans l'ordre. Et je crois que c'est ça le but un petit peu de votre question. Oui. C'est qu'on croise aujourd'hui beaucoup dans les salons des gens qui viennent nous voir. Je ne sais pas si mes confrères à la table partagent ce sentiment, qui parfois se retrouvent devant une multitude d'informations qu'il faut réussir à mettre dans l'ordre. Et c'est vraiment pas facile. Je vais essayer vraiment de simplifier la chose. Le bon process, c'est déjà un conseil syndical qui mûrit entre eux le projet pendant 2 ou 3 ans en collaboration avec son syndic. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut faire de l'immeuble. 2 ou 3 ans. En tout cas, c'est ce que je constate. Souvent, comme vous le disiez, son sentiment, mais visiblement, il est d'accord. Les frais sont quand même lourds, bien vous l'avez rappelé, bien qu'ils peuvent être abaissés. Mais quand on va engager des quotes-parts 10 000, 15 000, 20 000 euros parfois par lot, nécessairement, ça demande quand même quelques années de réflexion avant de s'y engager.
Ce qu'il faut faire dans l'ordre, c'est un constat. Donc une fois que les gens ont décidé de lancer ces opérations, c'est un constat. Alors on va parler des outils tout à l'heure. Voilà, d'accord. Alors c'est l'audit énergétique qui va vous donner un peu l'état de ça. Une fois que vous savez que votre immeuble est en déperdition ou pas en déperdition, vous devez vous lancer d'un côté avec un ingénieur financier et de l'autre un architecte pour engager d'un côté le travail technique et de l'autre côté le travail financier. Les deux sont indissociables dans le cadre d'une rénovation énergétique. Le tout chapeauté bien sûr par le conseil syndical, représenté par son syndic. D'accord. Après, pour répondre sur la question de l'engagement, une fois que les travaux sont faits, il faut bien voir quand même qu'entre la phase d'étude du conseil syndical et la réalisation des travaux, il va largement se passer en copropriété 5, 6 ans, 7 ans. C'est quand même le temps moyen qu'on constate à travaux achevés. Est-ce que les entreprises s'engagent? Oui, bien sûr. Il ne faut pas oublier que dans le cadre des rénovations énergétiques, nous portons, en tout cas dans mes corps de métier, des garanties en décennale. C'est déjà un engagement qui est très fort de la part des entreprises, puisqu'il va falloir quand même garantir à minima ces ouvrages pendant 10 ans, sachant qu'ils sont quand même faits pour durer 20 à 25 ans largement. Et puis après, il y a d'autres types de contrats qui peuvent se faire. Je pense notamment aux contrats de performance énergétique que j'ai relativement peu pratiqués, mais qui effectivement permettent à une copropriété et aux différents acteurs qui y participent de s'engager sur quelque part ce qu'ils ont vendu. Effectivement, le résultat. Je vais prendre un poste qui va parler à beaucoup de gens dans la salle, je pense. Le chauffage. Il nous arrive très fréquemment de voir des coûts chauffage absolument dingues dans des copropriétés datant des années 50, 60 ou 70. Et effectivement, c'est un argument très fort pour convaincre les gens de se lancer en rénovation énergétique. Faire baisser la facture énergétique. Très clairement, mais par contre, les gens, avant d'investir, veulent être sûrs de pouvoir mesurer ce résultat sous 10 ans. Donc effectivement, c'est un process qui peut être assez lourd, qui demande des acteurs qui sont fiables, qui s'engagent dans le temps, donc généralement de taille assez massive, mais qui permettent de rassurer le copropriétaire quant à la nature de son investissement, c'est-à-dire investir pour la valorisation de mon patrimoine, ok, mais bien sûr à la fin, au bout de ces 10 ans, que j'ai valorisé, que j'ai obtenu un confort de vie plus important. C'est un point important. Il y a des cicatrices sur ce sujet. Dans les 10, 15, 20 dernières années, il y a ceux qui sont partis, un peu les bons élèves même, qui ont dit on va améliorer l'immeuble, et puis après les promesses n'ont pas toujours été tenues par les entreprises. Avec sûrement moins d'outils aussi pour estimer les choses. Il y a un vrai progrès sur ces sujets. Il y a un vrai progrès technologique sur la manière de mesurer avant, de vérifier après. Ça évolue quand même vite. Alors, ça évolue effectivement. La technique du bâtiment évolue vite là-dessus. Vite, parce que je trouve qu'on constate de plus en plus qu'il y a des créations de start-up ou d'entreprises environnantes à la rénovation énergétique qui donnent ces outils de mesure qui sont hyper intéressants. Par exemple, on arrive à gagner quelques points en rénovation énergétique au niveau du chauffage grâce à des boîtiers qui viennent de se développer, qui permettent, en connexion avec Météo France, à 3-4 jours près, de pouvoir générer une hausse progressive du chauffage et non pas d'un coup de tout libérer, par exemple. Oui, effectivement, il y a plein d'outils informatiques qui permettent aujourd'hui aux gestionnaires de copropriété de piloter en temps réel les économies d'énergie réalisées suite aux travaux. Alors, ce sont des tâches en plus. Je regarde M. Brenna parce que vous êtes déjà dans un monde idéal, on est parfaitement d'accord. Mais vous avez déjà beaucoup de choses à gérer. Ça rajoute du boulot, mais ça rassure aussi beaucoup les copropriétaires qui sont, il ne faut pas l'oublier, les financeurs du projet et en rénovation énergétique de manière assez lourde. Jessica, elle a été patiente. Il y a toujours un dernier dans une série. Un mot sur l'Agence parisienne du climat. Bon, ce salon est un salon national. Alors, il est très fréquenté par des franciliens pour des raisons qu'on n'expliquera pas, mais il est vraiment national. C'est de l'ordre de plus d'un tiers maintenant des visiteurs qui ne sont pas de cette région. Alors, moi j'ai une question, c'est est-ce qu'il y a des agences ailleurs qu'à Paris? Qu'est-ce qu'une agence du climat, celle que vous représentez en particulier? Quel service apporte-t-elle, comme Promotelec? Elle a quel lien avec les copropriétés? Et on va tout de suite attaquer la question des diagnostics. Elle a été évoquée par Julien, par Irène aussi. Et là, on voudrait qu'on ait bien les idées au clair sur les outils existants aujourd'hui. Très bien. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette table. Donc, je me présente, Jessica Jacobi-Coali. Je suis chargée de mission à l'Agence parisienne du climat. Donc, l'Agence parisienne du climat, on intervient sur Paris. C'est une association qui a été créée à l'initiative de la ville de Paris pour aider, accompagner les Parisiens, les copropriétaires dans leurs projets de rénovation énergétique, mais pas que, également maîtriser votre énergie, faire des économies d'énergie. Donc nous, on est un guichet unique. Donc je pense que vous avez peut-être tous entendu parler de l'ADEME et des espaces FAIR.
donc des espaces verts que vous retrouvez à l'échelle nationale. Nous, on intervient sur Paris. J'ai des collègues qui interviennent dans le 93, 94. Donc c'est d'autres espaces, donc faire pour faciliter, accompagner et informer pour la rénovation énergétique. Donc en allant très simplement sur Internet, vous pouvez trouver des espaces comme nous, donc neutres, gratuits et indépendants, des conseils pour vos différents projets. Agence parisienne du climat, il existe une agence, je sais pas, bordelaise, marseillaise, Exactement. rennaise du climat. Exactement. Oui. Un peu partout, vous avez quasiment dans quasiment tous D'accord. les départements ou sur plusieurs départements, vous avez des espaces verts. Donc pareil, hein, ce sont les mêmes systèmes, souvent des associations, mais globalement vous allez trouver des informations pour faire des économies d'énergie chez vous, que vous soyez en pavillon, en copropriété. Alors je reviendrai peut-être plus sur Paris parce que c'est notre domaine d'expertise et c'est notre périmètre d'action. Sur Paris, on a un outil qui s'appelle le Coach CoPro, donc c'est une plateforme gratuite pour les copropriétaires. Vous pouvez bénéficier donc de l'accompagnement d'un conseiller chez nous qui va vous accompagner donc du début jusqu'à la fin de votre projet. Et donc je pense que Julien et Irène ont bien introduit un peu mes propos, à savoir que lorsqu'une copropriété souhaite se lancer dans un projet de rénovation énergétique, selon nous, il faut le faire par étapes. Donc commencer par faire un diagnostic, notamment un audit global. Donc un audit global, c'est un diagnostic énergétique et architectural de votre immeuble, pour ceux bien sûr qui sont en copropriété et en immeuble, qui vous permettra de savoir un peu où vous en êtes. Qu'est-ce que vous devez faire comme type de travaux pour améliorer ou maintenir l'état de votre immeuble, donc l'état correct de votre immeuble, et bien sûr faire des économies d'énergie. Donc ce type de diagnostic, il y a des architectes qui le font, vous avez des bureaux d'études thermiques qui le font. Donc à l'Agence parisienne du climat, on a mis en place pour vous aider à choisir vos professionnels, un annuaire qui est à votre disposition, en plus de l'accompagnement gratuit de... Alors, pour être précis sur les outils, vous parlez d'audit de l'immeuble, audit global. On a aussi en tête le diagnostic technique global, le DTG. Il y a une déclinaison d'outils. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a des degrés de précision variables? Le coût aussi, qui est un sujet pour les copropriétés. Il faut voter aussi cet investissement-là. On va être précis là-dessus, et puis ensuite Irène, et puis tous ceux qui le souhaitent. Bien sûr. Alors, au niveau alors effectivement, il existe un certain nombre de diagnostics. Vous avez je parlerai pour moi de ceux qui sont actuellement plus précis, qui vous permettra d'avoir une vision à long terme et surtout vous permettre aussi de passer le pas. L'audit global, tout d'abord. Donc, comme je vous disais, vous avez une expertise énergétique, architecturale et également une prestation d'ingénierie financière. Donc, que ce soit l'audit global ou DTG, ce sont deux diagnostics qui se ressemblent beaucoup, pour lequel il y a un gros travail qui est en cours au niveau des professionnels, à la fois nous, des fédérations, des bureaux d'études et bien d'autres, et d'architectes, pour réussir à faire un cahier des charges unique du DTG, donc diagnostic technique global, qui se rapproche de l'audit et qui vous permettra d'avoir plus de précision sur l'état de votre immeuble et une prestation d'ingénierie financière. À savoir, sur Paris, est quand même mis à votre disposition, enfin vous avez une subvention possible, donc un chèque de la ville de Paris de 5 000 € pour pouvoir faire cet audit global. Voilà, qui finance la partie diagnostic. Exactement, qui finance l'audit global. Donc pour ce faire, c'est très simple. Donc c'est se rapprocher vers nous, la plateforme Coach CoPro dont je parlais, qui est quand même complètement gratuite. Au fait, pardon, Coach CoPro accessible aux copropriétaires, vous l'avez dit, aux syndics aussi. Exactement, aux copropriétaires, aux syndics, parce qu'à l'agence on travaille à la fois avec les gestionnaires, avec les membres du conseil syndical, avec aussi des gens qui ne sont pas membres du conseil syndical, mais qui sont moteurs au sein de leur copropriété et qui sont motivés et qui souhaitent avoir plus d'informations. Donc le chèque audit de 5 000 € pour se faire vous rapprocher de l'Agence parisienne du climat et surtout de la plateforme Coach CoPro. Merci beaucoup. Irène, Gérard, d'abord une parenthèse. Ça marche, Coach CoPro, visiblement, tu connais. On a parlé de l'aide de 5 000 €. C'est très significatif pour financer la partie appréciation des besoins, on va dire, aide à la décision. Ça fonctionne, c'est effectivement utilisé par les syndics comme tu l'es. Alors moi, je suis dans la vraie vie, alors.
Oui, mais voilà, sais. mais je veux qu'on parle de la vraie Non. vie, parce que de toute façon, elle va nous rattraper, il va y avoir des questions après. Je pense. Donc, Alors, tout ce qu'on vient de dire, effectivement, mais le principe de coach copro ou des choses comme ça, je l'ai utilisé, ou des propriétaires l'ont même utilisé en me mettant dans la boucle. On a ces subventions à certaines conditions. Il y a des conditions qui doivent être remplies pour pouvoir avoir les subventions, avoir les 5 000 euros, des choses comme ça. C'est-à-dire que quand c'est présenté, et c'est pas ma collègue qui va là-dessus, mais ne sortez pas d'ici en disant super, je vais dire à mon syndic qu'il y a 5 000 euros à récupérer. ben, c'est un peu ce qu'ils sont en train de penser, là. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas comme ça. Il faut que vous soyez effectivement possible à On peut gagner 5 000 euros selon la copropriété, Voilà. je veux dire. Il n'y a même pas besoin de gratter. On va Là. repousser les Bon, vous m'en mettez 3 de côté parce que là, Voilà. j'en ai quelques-unes. C'est un peu le principe, hein, là. C'est D'en tout le avoir monde peut 3. bénéficier quasiment. Oui, de ça. tout le monde pourrait bénéficier, mais il faut qu'il y ait des conditions qui sont collectives, puisqu'il y a des conditions individuelles que des personnes, quand ils font de la rénovation énergétique avec le RGE, qui peuvent avoir en fonction de leur revenu, toutes ces choses-là, et effectivement, c'est un peu plus facile. Et quand on est dans un cadre collectif comme les copropriétés, c'est un petit peu plus compliqué, puisque effectivement, si on fait la moyenne, le taux d'endettement n'est pas le même que si on est en individuel dans certains cas. Maintenant, les obligations qu'on a en copropriété, on a effectivement ce fameux DTG diagnostic qui est un audit, en l'occurrence global. Encore une fois, on aimerait bien que ce soit des gens performants qui le fassent, comme des architectes et tout ça, où dedans est intégré l'audit énergétique. Donc l'audit énergétique... Il y a un problème d'identification des compétences, là je demanderai l'avis d'Irène aussi là-dessus. Parce que là également, je veux qu'on mette les pieds dans le plat, on vient pas ici pour entendre des choses lénifiantes. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà. Est-ce que ces diagnostics-là, on se dit, bah voilà, c'est très facile, il y a ceux qui savent faire et puis il y a ceux qui ne font pas, ou est-ce qu'il y a des variations de compétences sérieux? Au niveau des audits énergétiques ou DPE, en sachant que l'audit étant un peu plus précise, les entreprises avec qui on travaille, en l'occurrence en copro, comme Kios ou ainsi de suite, sont des entreprises qui effectivement donnent des éléments d'un point de vue économie, et on retrouve très souvent les mêmes choses pour les premières économies, qui sont facilement faisables par les copropriétaires, sont assez sérieuses. Après, le DTG, c'est une résolution obligatoire à l'Assemblée générale, mais on n'est pas obligé de faire, entre guillemets, de faire passer tout de suite l'architecte ou quelqu'un pour faire le diagnostic. Mais la résolution en Assemblée générale est obligatoire. Et aujourd'hui, je pense qu'un DTG complet, la personne qui le ferait doit avoir, en l'occurrence, une compétence complète, aussi bien dans le bâti que dans l'énergie, que dans les financiers, des choses comme ça. Ce qui n'est pas évident à trouver pour une seule personne. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment donné, qui va regrouper les compétences de chacun? Moi, je prends l'exemple sur nos copros, où on a fait l'audit énergétique. Aujourd'hui, si on voulait faire un DTG, l'audit énergétique est déjà fait. Est-ce qu'elle vient l'intégrer? Comment il va l'étudier avec les éléments financiers? Alors, Irène, et puis aussi d'ailleurs Julien, parce que je crois qu'il est dans une maison, on va commencer par Irène, qui est dans une maison qui s'est donné les moyens d'être très performante sur la partie diagnostic. Il nous en parlera. Est-ce qu'on y voit clair sur les bons outils, les bons acteurs pour mettre en œuvre ces outils, sur leurs coûts? Est-ce que les copropriétés sont enclines à commencer par le commencement, c'est-à-dire à évaluer d'abord les besoins? Qu'est-ce qui se passe autour de tout ça aujourd'hui? En fait, dans la rénovation énergétique, le point de départ, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est d'abord effectivement un conseil syndical motivé et un syndic qui l'accompagne. Mais la première chose, c'est quand même un audit. Alors, on a parlé des différents audits, mais si on veut avoir une vraie radiographie de son immeuble, l'audit technique global, l'audit technique global, c'est celui qui va apporter le plus sur la copropriété, puisqu'il fait un état des lieux complet de l'immeuble. Donc, on va parler effectivement de l'audit énergétique, mais on va parler aussi de l'aspect réglementaire. Les diagnostics ont-ils bien été faits? La partie technique, est-ce que les raisons sont en bon état de fonctionnement? Donc, le point de départ, c'est le DTG. Alors, il est fait effectivement par des bureaux d'études. Généralement, c'est une équipe pluridisciplinaire qui peut s'occuper de ça. Donc, il y a des bureaux d'études thermiques, architectes, maîtres d'œuvre, qui travaillent ensemble pour pouvoir préparer ce diagnostic technique global. Et pour nous, c'est vraiment un point de départ. Et vous avez des entreprises, on parlait du réseau Rénovactif, dans leur programme de formation, il y a aussi l'audit énergétique qui est prévu dans notre programme de formation pour les entreprises qui suivent cette formation.
Julien, sur le recours aux outils d'estimation des besoins et de diagnostic, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous faites partie des entreprises qui ont même créé une filiale dédiée à ce travail-là. Effectivement, j'ai pas grand-chose à rajouter par rapport à ce que vient de dire Irène, parce que c'est très vrai, le DTG, c'est vraiment la base. Je reviendrai juste un tout petit peu en arrière par rapport à ça, c'est que les copropriétaires ont vécu un petit peu il y a un petit loupé au début, parce qu'il ne faut pas oublier que l'audit énergétique, je ne parle pas du DTG, l'audit énergétique était obligatoire pour toutes les copropriétés supérieures à 50 lots, m'arrêtez si j'ai une bêtise, parce que ça je l'ai peut-être plus en tête, à chauffage commun, enfin à chauffage collectif, pardon. Donc on a commencé là-dessus. Donc voilà, et avant le DTG. Donc il y a eu en fait ce double débrayage qui a fait que toutes les grosses copropriétés, ou toutes les copropriétés concernées se sont lancées là-dedans, sans trop savoir ce que c'était d'ailleurs. Donc ils ont obtenu un rapport dont ils ne savaient pas trop quoi faire à ce moment-là. Et je parle de ça, c'était en 2015, 2016, 2017. Donc c'était pas si longtemps que ça. Et finalement, ils l'ont fait. Et puis ils se sont dit, bon, bah, c'est bon, on est conforme à la règle. Mais personne ne s'était vraiment posé la question de savoir à quoi ça servait concrètement, quoi. Et donc le DTG est arrivé par la suite. Je vous passe 3-4 ans avant les mises aux normes ascenseurs et toutes les mises aux normes qu'il y a pu avoir. Donc on explique aux copropriétaires qu'il fallait faire un DTG à un instant X. Et 2 ans après, bah, on rechange un petit peu la formule. Qui avait d'ailleurs plus de sens, et c'est là que je vous rejoins complètement, en y adjoignant, donc au-delà de la thermique, un audit complet technique du bâti, avec une maîtrise d'œuvre qui est intégrée au DTG, qui est capable de tout de suite faire un plan pluriannuel de travaux, taper là où ça fait mal, et tout de suite penser à la réno énergétique, c'est où est-ce que je vais aller chercher mes gains énergétiques qui vont me permettre de me faire subventionner et d'être aidé, parce que c'est la clé de la rénovation énergétique. Alors, on va y venir. Irène, je vois que vous avez la main sur le micro. Vous vouliez rajouter quelque chose à ça? Non, on parlait de l'audit technique global. Il est vrai qu'il apporte un programme de travaux et une priorisation des travaux. Donc, faire effectivement juste un audit énergétique, c'est de savoir, mon bâtiment, il est en classe C, en classe E ou F, et vous pouvez, avec tant de gains d'énergie, arriver. Mais ensuite, il y a effectivement des scénarios qui sont proposés, alors que là, vous avez une enveloppe globale qui explique les différents travaux qui vont être faits. Donc, on arrive vraiment là, dans la rénovation énergétique, et les copropriétaires connaissent exactement la typologie de leur bâtiment avec les différents programmes de rénovation qui vont pouvoir leur être offerts à ce moment-là. Gérard, et puis ensuite Jessica. Alors simplement, ce que disait Julien, c'est que on va dire que le législateur nous oblige à faire des choses, mais il faut quand même pas non plus oublier qu'il y a des copropriétés et avec le conseil syndical, qui ont déjà prévu depuis X années ces plans pluriannuels de travaux. Donc certains n'ont pas attendu que le législateur oblige à faire des choses. Alors après, cette obligation d'audit énergétique, parce qu'on est allé à l'envers, est devenue quelque chose d'obligatoire. Donc nous, syndic, lorsqu'on présente ça, on a toujours cette tendance à nous dire oui, vous êtes obligé à faire les travaux. Non, on a une obligation légale qui nous oblige à faire l'audit énergétique, puisque derrière, on va avoir un classement énergétique de l'immeuble, puis parce que dans l'idée du législateur, c'est peut-être à un moment de se dire, est-ce qu'un immeuble de catégorie D va coûter plus cher qu'un immeuble qui est catégorie E? Et on est allé dans l'autre sens. Et quand je vous disais tout à l'heure en préambule, les premiers travaux qu'on est en train entre guillemets, de prévoir sont des choses qu'on ne voit pas, notamment, ça fait partie aussi, mais il y a tout ce qui est en dessous de l'immeuble, les canalisations, des choses comme ça, ou les toitures, sont faites. Alors, ce qui est intéressant dans l'audit énergétique, très souvent, chauffage collectif, bien entendu, très souvent, il y a 2 choses qui ressortent. C'est soit on fait une audit énergétique et on a plein de choses. Très souvent, c'est la chaudière qu'il faut changer, la chaufferie, pardon. Et la première des choses à faire, c'est le désembouage, qui amène un gain. Et la deuxième des choses plus pragmatiques, c'est de dire, devenons chauffage individuel. Comme ça, on n'est plus assujetti à tout cela. Et après, il y a l'autre élément important. Si on arrive à avoir un monde idéal de tout mettre en place, c'est-à-dire la rénovation, un super entreprise qui fait un beau ravalement, tout ce qui en suit, c'est ce qui va derrière dans le suivi. C'est-à-dire qu'il faut que les copropriétaires, à un moment donné, jouent le jeu. C'est-à-dire que sociologiquement parlant, il y a aussi un changement de méthode de voir. C'est pareil, moi, je veux bien faire l'isolation, mais si les gens ont le chauffage, les fenêtres ouvertes, ça peut pas fonctionner. Il y a quand même une forme presque de mode d'emploi de l'utilisation qu'en copropriété n'est pas évident à mettre en place. Alors, Jessica a évoqué d'ailleurs aussi, peut-être à demi-mot, mais les changements de pratique et la didactique qu'il faut faire, comment on vit avec son immeuble. Il n'y a pas que les travaux. Exactement. Alors, je vais peut-être préciser une dernière chose avant de répondre à votre question concernant le chèque audit de la ville de Paris. Donc, comme je disais, il y a une aide de 5 000 €. Contrairement à d'autres aides, là,
là, on n'a pas de critères de Il n'y a pas de revenus. condition de revenu, Il n'y a d'accord. pas de condition de revenu. D'accord. Donc on a simplement 3 critères. Le premier, être inscrit sur le Coach CoPro. Donc c'est la plateforme dont je vous parlais qui est gratuite, pour lequel vous pouvez bénéficier de l'accompagnement d'un conseiller tout au long de votre projet. Deuxième chose, utiliser un cahier des charges qui est déjà rédigé, de l'ADEME, donc qui est mis à votre disposition, pour lequel votre conseiller va travailler avec vous un peu vos besoins et ce vers quoi la copropriété souhaite avoir une expertise peut-être un peu plus poussée. Et troisième point, faire appel à des professionnels qualifiés via l'annuaire Coach CoPro qu'on met à votre disposition. Donc Alors, à partir du moment où on a ces 3 critères entre guillemets à respecter, dont le plus important finalement c'est s'inscrire sous le Coach CoPro, D'accord. afin de ne pas se lancer comme ça dans un diagnostic un peu tête baissée sans trop savoir ce qu'on va en faire après, parce que l'idée c'est travailler sur un projet à long terme, donc travailler avec la copropriété sur le rapport d'audit qu'ils vont recevoir. Les autres villes, parce que je pense que vous avez une bonne connaissance aussi de ce qui se passe ailleurs, alors les autres villes que Paris, dans notre région, ou les autres grandes villes, ont ce système aussi d'aide, d'accompagnement, peut-être pas au même niveau, mais... Exactement, alors en Dominique, fonction pardon. des villes, ça change. Je ne sais pas si partout ils ont le chèque audit, mais à savoir que pour par exemple l'audit global, vous avez le crédit d'impôt, vous avez une aide dessus. Donc ça, c'est des dispositifs à l'échelle nationale. Et après, il faut vraiment se rapprocher de vos espaces sphères respectifs pour avoir des aides locales. Avant que Dominique ne complète, parce qu'il arpente les territoires, donc je pense qu'il connaît bien, il peut répondre à la question que j'ai posée, sur l'identification des bonnes entreprises. Oui. Vous allez jusque-là, c'est-à-dire vous avez un annuaire, vous Exactement. avez répertorié des entreprises qui, pour vous, présentent toutes les garanties de qualité, Exactement, c'est ça ouais. Ouais, tout à fait. Aussi pour faire les diags. Exactement, pour faire les D'accord. diags, en fait, sur l'annuaire, vous retrouvez tous les professionnels qui sont à même de se lancer dans un projet de rénovation énergétique. D'accord. En Euh, amont un- ou pour la réalisation ensuite. Global, c'est-à-dire qu'on va D'accord. trouver des gestionnaires, on va trouver des architectes, des bureaux d'études C'est thermiques, clair. des ingénieurs financiers, C'est clair. des Pas des syndics, entreprises de vous n'avez travaux. pas un annuaire de bons syndics. Ah Non. si, on a des syndics aussi qui sont répertoriés. Ce sont Ah bon des- Gérard, il faut peut-être penser Voilà. à Non, On j'aurais a, pas en fait, répertorié, hein. pour les syndics, c'est simple. Ce sont des gestionnaires, des cabinets D'accord. qui ont accompagné J'y ai- j'y des ai harmonieux. copropriétaires dans un projet de rénovation. Ce qui est Parfait. important et que je souhaite quand même souligner avant de laisser la parole, c'est que un projet de rénovation énergétique global, ça prend effectivement un peu de temps. Il faut le faire dans le bon ordre. Donc commencer par un diagnostic, être suivi par les bons professionnels, une phase de maîtrise d'œuvre, et puis suivi travaux derrière. Voilà, être bien encadré et surtout ça marche. C'est vraiment le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. Ça fonctionne, mais pour ce faire, il faut être accompagné. Voilà, Oui, donc, tout est mis à votre disposition maintenant. réussir la pour le faire. rénovation. Hein. Voilà. On peut et on doit la réussir. Il ne faut Exactement. pas partir sur l'idée inverse. Dominique, peut-être pour revenir sur ce qui peut se passer sur les territoires, c'est peut-être Oui, là-dessus que vous voulez... Ce qui existe sur les territoires, dans beaucoup de grandes villes françaises, il y a ce qu'on appelle les ALEC, les agences locales de l'énergie et du climat, donc qui sont le pendant de l'agence parisienne du climat, D'accord. qui peuvent amener des réponses aux copropriétés. Il y a aussi les agglomérations, métropoles, intercommunalités qui ont un service habitat et qui peuvent amener là aussi des clés de lecture sur les aides possibles. D'accord. Il y a beaucoup de dispositifs. Alors effectivement, la difficulté, c'est que chaque collectivité a bien souvent son propre dispositif avec ses propres critères. Ce qui est normal, c'est la décentralisation. hein. C'est la Voilà. décentralisation, voilà. Aujourd'hui, l'endroit qui me semble le plus intéressant pour être copropriétaire dans une copropriété à rénover, c'est à Nantes, puisque Nantes Métropole a un dispositif extrêmement ambitieux Puissant. et se donnant des moyens. Je crois que c'est un budget de 56 millions d'euros qui est consacré jusqu'en 2024, avec un financement de l'audit, un financement de l'étude de maîtrise d'œuvre, un financement partiel des travaux et un financement de la labellisation pour atteindre un label BBC Rénovation. Donc c'est, D'accord. à ma connaissance, le dispositif le plus abouti pour l'accompagnement des copropriétés. Alors, on est dans la dernière phase, vous y êtes entré très naturellement, c'est celle du financement des diagnostics, mais là, on va au-delà, financement ensuite de la réalisation. Irène, bon, on comprend bien qu'il peut y avoir des aides locales, et selon les villes, ça va être plus ou moins puissant, parce que ce sont des priorités politiques qui sont désignées ou qui ne le sont pas, que tous les patrimoines ne sont pas dans le même état non plus dans toutes les villes, bon, ça on le comprend. À l'échelon national, c'est-à-dire les solutions auxquelles tout le monde peut accéder sur le territoire national. Qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui? De quoi dispose-t-on? Aide publique, mais peut-être dispositifs privés aussi.
qu'est-ce qu'on peut énumérer? Alors, dans le cadre de la rénovation énergétique, déjà, au niveau de la TVA, tout le monde peut bénéficier de la TVA à 5,5 pour des travaux de rénovation énergétique. C'est important. C'est Il pas faut le rien. rappeler parce que les 3/4 des bâtiments ont été construits en 49, donc on se retrouve avec des immeubles donc des 30 glorieuses, et ceux qui vont basculer principalement dans la rénovation énergétique sont ces immeubles-là, et sur lesquels donc tout ce qui est patrimoine en béton, structure, ciment, etc. vont pouvoir bénéficier déjà pour des travaux de rénovation énergétique de TVA à 5,5 contre 10% pour un ravalement traditionnel sur de la pierre, du plâtre, etc. D'accord. Donc Et ça, c'est pas récupéré par les entreprises. Elles n'augmentent pas leur prix pour. Non, pas du tout. Non, mais moi je pose des questions que les gens se posent. Hein. Je suis là pour ça. Hein. Non, non, pas du tout. J'imaginais pas, mais. Bon. Donc ça, c'est la première C'est chose. Il y a aussi le CITE jusqu'en décembre 2019. Alors, on va développer. Qu'est-ce que ça veut dire CITE? Ça veut dire crédit d'impôt de la transition énergétique sur lequel les copropriétaires, toujours pareil, il y a des critères. Il faut que vous ayez des critères d'éligibilité par rapport aux produits que vous allez mettre en place. Il faut que les entreprises soient aussi RGE, donc reconnues garants de l'environnement. Et là, vous avez un crédit d'impôt de l'ordre de 30%, mais il va y avoir une modification à partir du 1er janvier 2020. Et ça va se transformer en prime pour des ménages modestes et très modestes, et sur jusque 2021. Donc là, on est encore un petit peu... c'est pas dans le flou, mais c'est pas encore finalement sorti au niveau de la loi de finances. Parce qu'alors, ce CITE, il faut suivre. Hein. Moi, j'essaie d'être attentif. Dans les 6 derniers mois, ça a dû bouger, je ne sais pas, pas de façon hebdomadaire, mais pas loin. Alors, on sent bien qu'on va basculer sur un crédit d'impôt en lieu et place d'un dispositif précédent, hein, et qu'il va y avoir là des critères de revenus. Mais comment ça marche à l'échelon d'une copropriété? Mais en fait, si vous faites des travaux d'isolation thermique par l'extérieur, vous pouvez mettre la pose, la fourniture et la pose vont pouvoir rentrer dans le cadre du crédit d'impôt. Donc vous allez prendre le nombre de mètres carrés d'isolation thermique, par exemple pour les façades, qui vont répondre à un certain critère. En l'occurrence, aujourd'hui, il faut qu'il y ait une résistance thermique de 3,7. Et ensuite, il va être calculé par rapport au montant qui a été sur le devis. Et avec cette somme-là, le syndic va pouvoir faire une répartition à l'ensemble de ses copropriétaires et pouvoir bénéficier de 30% de réduction d'impôt. C'est comme ça que fonctionne aujourd'hui le CITE. D'accord, parfait. Et c'est pour tout le monde aujourd'hui. Et c'est pour tout le monde. Julien ? Juste me permet juste de compléter ça par rapport au CITE. Aujourd'hui, je sens qu'il y a une vraie quand même volonté des copropriétés et de l'État de pousser la rénovation énergétique. Et on constate, de par le changement du CITE, comme vous l'avez dit, ça fait 6 mois qu'on en parle, très honnêtement, c'est pas hyper clair. Je ne sais pas si quelqu'un dans la salle a parfaitement compris ce dont il passait, mais c'était compliqué. On parle de déciles maintenant, on sait que les 9e et 10e déciles risquent d'être exclus. Sachant que personne ne sait ce qu'est un décile. Alors un décile, je crois que ce sont les catégorisations de revenus d'imposition, je crois que c'est ça. Catégorie administrative en fait. Je ne suis pas sûr qu'il y ait eu une grande concertation des acteurs de la rénovation énergétique. Je pense à la FFB. Je sais pas si ils se sont sentis un petit peu méprisés. Je pense qu'ils se sont sentis un petit peu méprisés. Effectivement, Rénovactif et la FFB, on milite pour un CITE pour tout le monde. Oui. Là, aujourd'hui, effectivement, on va se retrouver sur des catégories modestes et très modestes, alors que la rénovation énergétique, c'est pour tout le monde. Si on veut remplir les objectifs aujourd'hui par rapport à la loi climat, il faut que vraiment tout le monde puisse en bénéficier. Aujourd'hui, on pense que ça ne sera pas le cas. Et il y aurait un gain en simplicité, c'est-à-dire qu'il n'y aurait pas ceux qui peuvent, ceux qui n'y ont pas accès. Voilà, effectivement, aujourd'hui, c'est tout le monde. Quand vous avez fini vos travaux de rénovation, donc étanchéité, climatisation, etc., le syndic reçoit de la part de l'entreprise une attestation avec un montant qui correspond à celui qui va pouvoir déduire du montant des travaux, du crédit d'impôt. Julien. Oui, et parallèlement à ça, on a 2 autres facteurs. Pas tout à fait en lien avec le CITE, mais en lien avec la rénovation énergétique et l'aide à la décision qu'il peut y avoir. On a la loi Elan qui nous rehausse les majorités de vote en Assemblée générale. On était encore à l'article 24, majorité simple, il y a 2 ans ou 3 ans, si je ne me trompe pas. On passe à une majorité absolue avec un 25-1 qui est possible, point encore pas vraiment tranché au passage.
Et on se retrouve avec un acteur du financement collectif, je pense au Crédit Foncier de France, qui était un acteur avec son produit le Coprosan en copropriété, qui permettait de financer les restes à charge. Vous aviez 10 000 euros de quote-part, vous aviez par exemple 3 000 euros de subvention, il vous restait 7 000 euros à financer, vous empruntiez vos 10 000 euros au Crédit Foncier de France, vous remboursiez, il y avait très peu de conditions et de santé, d'âge, de revenus, etc. à remplir, c'était un système qui fonctionnait très bien. Et cet acteur-là, pour des raisons que j'ignore totalement, a disparu au 31 mars 2019. Alors, en fait, il est intégré à son actionnaire. Il a été repris, mais, voilà. mais le problème, c'est que, là, je suis obligé de le dire, heureusement qu'il y a d'autres, avec des conventions absolument énormes, les conditions ont changé et ça a complètement freiné les décisions très en important, copropriété. parce que je pense qu'on aura des questions là-dessus, on va y passer dans 2 minutes. Donc, on avait un grand acteur qui n'existe plus en tant que tel. Il est dans les caisses d'épargne, c'est le Crédit Foncier. Qui a été repris par la caisse d'épargne. Voilà, qui a été leader sur ce marché-là. Il n'est pas le seul, qui est repris par la caisse d'épargne. Il y a Domo Finance, voilà. Je voudrais qu'on parle aussi des certificats d'économie d'énergie. Alors là aussi, c'est un dispositif qui a évolué dans le temps. Et donc, est-ce qu'on peut faire le point? Comment il s'utilise? Ça s'appelle Jessica, je ne sais pas, peu importe, celui qui le souhaite. Pour parler des certificats d'économie d'énergie. Comment ça marche? Comment on y a accès? Il y a eu plusieurs générations. Je crois qu'on est à la 4e génération de C2E. Alors, je vais tenter de vous définir assez simplement qu'est-ce que les certificats d'économie d'énergie. Globalement, vous avez des obligés. Donc, les entreprises obligées, donc ça peut être Total, Direct Énergie et bien d'autres. C'est ceux qui sont les fournisseurs d'énergie, malgré eux, quoi. Voilà, tous les fournisseurs d'énergie, ils ont une obligation de faire des économies d'énergie et pour ce faire, ils vont vous racheter les gains que vous allez faire en rénovant votre appartement. Donc, ils se rachètent une conscience, en quelque sorte, si on bascule un peu dans le champ moral. Voilà. Donc ils vont vous racheter les gains que vous allez faire. Donc actuellement sur le marché, vous avez des courtiers en certificat d'économie d'énergie, vous avez des entreprises aussi qui vont déduire sur la facture le montant des travaux réalisés où le reste à charge sera moindre. Voilà, il y a plusieurs systèmes et tout dépend aussi du type de travaux que vous souhaitez réaliser. Donc dans les certificats d'économie d'énergie, vous retrouvez toute la partie chauffage, vous retrouvez l'isolation, calorifugage des réseaux. Voilà, il y a un certain nombre de travaux qui sont pris en compte et qui pourraient vous permettre, de faire des économies d'énergie, soit gratuitement quasiment ou attention à ça, excusez-moi Jessica, parce qu'il y a énormément de sociétés qui en ont la moitié de la place et que les syndics en l'occurrence, ces entreprises n'aiment pas trop que le syndic intervienne parce que comme on a des conditions à notre niveau, ils n'aiment pas trop que le syndic vienne mettre son grain de sel dans la réception de soi-disant des travaux. Exactement. Puisqu'ils font du caloriférage avec de la mousse et du papier alu et ils récupèrent le certificat d'énergie chez Total notamment et ils se prennent les 3 ou 4, 5 000 euros. Donc il faut être prudent. Vraiment vigilant sur les professionnels qui s'engagent. Donc après, bien sûr, ça c'est le rôle du gestionnaire, des copropriétaires et notamment pour toute la démarche, c'est vraiment à vous de faire cette démarche et pas au contraire qu'on vienne vers vous pour calorifuger les réseaux ou autre type de travaux. Julien? Je me permets juste de compléter par rapport à ça, par rapport aux offres d'isolation à 1 euro. Le produit est séduisant, mais il faut quand même bien voir que, à mon sens, il devrait s'intégrer à la rénovation énergétique dont nous parlons ici depuis le début. Parce que c'est vrai qu'on est toujours intéressé d'aller faire un calorifugage, d'aller faire une isolation de plafond de comble, par exemple, pour 1 euro. Bon. La réalité de la chose, c'est que en fait, ces sociétés valorisent des C2E, je dis n'importe quoi, à hauteur de 10 000 euros, et il y a un entrepreneur qui bosse dessus à hauteur de 8 000. Et la différence, elle va ailleurs. Voilà, c'est un peu un genre de courtage quelque part. Je n'y vois absolument aucun mal, là n'est pas le souci. Mais il faut bien voir que ça va venir fausser vos résultats d'audit énergétique, si toutefois il a été fait avant cette intervention-là. Et dans le cadre d'une rénovation énergétique, si on veut décrocher des subventions, qu'elles soient individuelles ou collectives, donc 25% de gains ou 35% de gains. On va perdre la chance. Exactement, on va venir s'amputer d'une partie des gains possibles. Les calorifugages, pardon, c'était pas le bon mot, mais vous m'avez compris, de chauffage, c'est parfois 1, 2, 3, 4% qui se baladent sur une copropriété. Et on est bien content d'aller les chercher au dernier moment pour pouvoir décrocher le maximum d'aide possible. Alors oui, évidemment, c'est intéressant parce qu'il n'y a pas de décaissement pur et dur.
Bon, après ça, voilà, chacun a son critère objectif de qualité, mais il faut y faire attention. Irène, dernière intervention avant les questions, donc ça veut dire que ce ne sera pas la dernière. Oui, effectivement, quand on réalise une étude énergétique, on part d'un plan de consommation initial et on va porter la copropriété à faire des économies de l'ordre de 25% ou de 35%. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, les compléments de certificats d'économie d'énergie vont permettre de combler le reste à charge. C'est pour ça que quand on parle de rénovation énergétique, qu'on parle de bilan, quand on parle d'études énergétiques, il est important de partir du point zéro de consommation de votre entreprise pour obtenir un gain énergétique, donc changer de classe de bâtiment. Et c'est avec ces compléments que vous allez pouvoir bénéficier aussi des certificats d'économie d'énergie. Et aussi, vous avez d'autres aides. Vous avez des aides de la part d'opérateurs comme Soluia qui vont aider les ménages à faible revenu et à revenu modeste. Et ça, c'est à chaque titre individuel. Et il ne faut pas les oublier parce que ce sont des opérateurs qui apportent une vraie expertise dans ce cadre-là. Un dernier mot de votre part sur la notion de moins de 10 ans, de mieux 10 ans. D'une manière générale pour la rénovation, en particulier énergétique, est-ce qu'il y a un problème autour de ça? C'est-à-dire, est-ce que les copropriétaires, éventuellement aidés de leur syndic, ont une bonne appréciation dans le choix de l'entreprise? Ou est-ce qu'ils sont un peu trop guidés par le prix le plus bas? Alors, que ce soit dans la rénovation traditionnelle ou dans la rénovation énergétique, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes accompagné. En fait, l'outil qui permet de passer aux travaux, c'est l'accompagnement. L'accompagnement, il est fait généralement par une maîtrise d'œuvre ou une équipe pluridisciplinaire et qui donc s'appuie sur un cahier des charges. Donc, si vous avez les bonnes personnes qui vous ont conseillé les entreprises, vous ne devriez pas avoir des deltas importants entre l'entreprise la moins disante et la plus disante. C'est logique. Donc là, on va parler effectivement d'entreprises mieux disantes. Ce qui se passe encore aujourd'hui, c'est qu'on est les entreprises appelées directement par les copropriétaires ou les conseils syndicaux pour pouvoir faire des devis. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, nous ne répondons pas si nous n'avons pas de cahier des charges, parce que impossible de comparer, il faut être professionnel. Et donc, là, effectivement, si vous avez des entreprises qui répondent, généralement les copropriétaires vont regarder la dernière page, c'est-à-dire le prix. Le prix, ce n'est qu'un critère. Vous avez d'autres critères qui sont l'entreprise est-elle qualifiée? Qualibat, RGE. On a vu des dossiers en rénovation énergétique où les entreprises n'étaient pas qualifiées RGE. C'est-à-dire que s'ils allaient signer le marché, ils n'avaient aucune subvention, aucune aide, aucun C2E. Ça existe encore. Voire pas d'assurance. Et pas d'assurance. Donc aujourd'hui, il faut être vraiment très vigilant. Donc les critères, c'est Qualibat, RGE. Vous avez donc des entreprises, on a parlé de Rénovatif, des gens qui vont avoir un complémentaire de formation sur tout ce qui est rénovation énergétique. La taille de l'entreprise, c'est mettre en situation des entreprises de taille égale quand on répond à des dossiers d'appel d'offres. Parce que effectivement, si vous vous retrouvez avec des petites structures et des très grosses structures sur des marchés qui font plusieurs millions d'euros, alors que le chiffre d'affaires de l'entreprise n'est que de 500 000 euros, ça paraît dérisoire, mais ça existe quand même. Oui. Donc, et ensuite, les références des entreprises, le contact des présidents de conseils syndicaux, du conseil syndical, aller sur place, prendre contact avec les entreprises et se rendre compte de qui elles sont et comment elles travaillent. Bien sûr. Merci beaucoup. Vos questions, et comme ça, ils vont compléter. Alors, attendez, je vais passer le micro. On en a suffisamment, les gens prennent un, il fonctionne par proximité. Alors, des questions courtes, oui. Des réponses courtes. Bonjour, comme ça, on va satisfaire. Je vais répondre à vos questions parce que par hasard, je ne savais pas que Mme Demout est là, avec qui j'ai travaillé, ça fait 20 ans. La société, non, mais ça n'a rien à voir. Mais quand vous parlez de l'énergie ou autre, on n'a pas attendu d'avoir les dernières règles pour les économies d'énergie. Nous avons remplacé l'économie d'énergie. Nous avions déjà fait en 2007, nous avons fait du désembouage, remplacement des déréglages.
des vannes de pieds, les moteurs, les variations, et ce qu'ils savent faire dans l'audit énergétique, qu'est-ce qu'il en ressort? Comme nous avions, pour ainsi dire, tout fait, c'était la VMC. Les fenêtres viennent de remplacer maintenant. On en est au stade de la VMC qui pose des problèmes. Et la question que je voulais savoir, est-ce on peut bénéficier d'une subvention pour la VMC? Il ne nous reste plus que la VMC. Alors, question très précise. Est-ce qu'on peut avoir une subvention pour la VMC? Vous prenez le micro, celui qui veut. Allez, Julien. Celui qui a la réponse à la question prend le micro. Les autres, c'est pas la peine. Vous venez de le dire, on ne peut pas répondre à la question comme ça. On ne peut pas formuler la question, je la comprends parfaitement, mais on ne peut pas dire est-ce que je peux avoir des subventions pour de la VMC. On peut obtenir des subventions quoi que l'on fasse sur un lot, la VMC, ou plusieurs, dès lors que ces travaux génèrent à minima, je simplifie, je ne rentre pas dans les méandres qu'il peut y avoir, dès lors que vous améliorez d'au moins 25% la qualité énergétique de votre bâtiment, alors vous êtes éligible à des subventions possibles, quel que soit le lot, VMC, ou que façade, ou que toiture, ou que chauffage, etc. etc. Gérard, un complément? Pour répondre à la question de monsieur, ce que je vais être pragmatique, c'est non. Non, parce que la VMC, non, malheureusement je suis syndic, donc c'est non. Mais la VMC aurait pu être syndic. Excusez-moi. Mais non, pour la réponse, pas pour être syndic. Mais la VMC aurait pu être mise dans l'eau globale. C'est-à-dire que si on avait fait les travaux, on va dire là-dessus, d'une globalité, effectivement, on aurait pu avoir une rentabilité et une subvention à ce niveau-là. Alors, question courte. On y va, parce qu'il y en a plusieurs. Réponse courte. Ça, c'était bien. Allez. Si c'est rouge, non, il faut qu'il soit éteint pour qu'il marche. Quand il est éteint, il est allumé, en clair. Ouais, on a compris. Je voulais savoir si on n'avait pas oublié un diagnostic avant travaux. Je veux parler, par exemple, du diagnostic amiante. Oui, alors attendez, mais le diagnostic amiante, il y a deux styles de diagnostic. Il y a le diagnostic traditionnel dans l'immeuble, et puis maintenant il y a le nouveau diagnostic amiante qui est le diagnostic amiante avant travaux. Mais le diagnostic amiante n'est valable que quand vous faites des travaux. Après, il y a celui traditionnel que vous avez dans vos parties communes qui est fait systématiquement. Irène, un complément. Je vais bien parler des diagnostics amiante avant travaux. Oui, mais la réponse est précise. Je vais juste, concernant les diagnostics, donc les DAAT, donc diagnostics avant travaux, ils sont très importants. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il faut qu'ils soient d'entrée de jeu. Il faut qu'ils soient faits avant la consultation des entreprises. Parce que si vous avez de l'amiante en façade ou dans les joints ou dans vos supports, quels qu'ils soient, ou dans vos garde-corps maçonnés ou en sous-face de balcon ou dans les cols à carrelage, si vous n'avez pas fait vos diagnostics travaux avant l'appel d'offres, vous pouvez vous retrouver avec des augmentations de plus de 20, 30, 40%. Parce que vous changez complètement la méthodologie de travaux. Donc effectivement, tous les diagnostics, que ce soit plomb, amiante, doivent être faits avant le lancement de l'appel d'offres pour les entreprises. Alors, c'était une très bonne question. Monsieur, on a une deuxième. La deuxième est payante. Il est différent. Attendez, Henri. Gérard. Le diagnostic avant travaux, comme il est indiqué, il est différent, parce que très souvent la copropriété peut dire on l'a déjà fait, il est différent de celui des parties communes. Donc ne mélangez pas les deux. C'est-à-dire que si vous faites des travaux, avant de faire les travaux, il faut faire ces diagnostics. De la même manière, je pense que beaucoup ne le savent pas, mais depuis le 1er janvier de l'année dernière, vous avez l'obligation de faire aussi les diagnostics plomb, même pour les travaux particuliers. Une entreprise vient chez vous, veut faire des travaux, vous êtes obligé de lui signifier qu'il n'y a pas d'amende, il n'y a pas de plomb. Alors s'il ne le fait pas, c'est son problème, mais c'est une obligation aussi privative de cela. Mais tout ça, encore une fois, ça ne se rajoute pas au diagnostic que vous avez déjà en partie commune. Deuxième question, on se dépêche. Ce sera la dernière. Juste un petit complément. Attendez, Irène veut compléter toujours. Juste un petit complément sur les diagnostics. Il est important que le diagnostiqueur ait le cahier des charges quand il va faire son diagnostic, parce que ça doit être la copie conforme de ce qui va être fait sur vos façades et sur vos toitures terrasses. Voilà. Rapprochez le micro parce qu'on ne vous entend pas du tout. Oui, je voudrais revenir sur la garantie décennale. Est-ce qu'il n'y a pas des conditions particulières sur le support existant pour obtenir la garantie décennale? Julien, le support existant, moi je ne comprends pas la question. Écoutez, je vais essayer de répondre. Pour moi, non. Je dirais que non. Ça dépend. La garantie décennale, elle tient surtout compte du type de travaux que vous réalisez. Si après vous arrivez sur un support
extrêmement détérioré, voire immaîtrisable, à l'entrepreneur de faire son choix de se lancer ou pas dans un chantier comme ça. Je pense notamment, qu'est-ce qu'on pourrait avoir en décennale sur des immeubles en plâtre à Paris, très très avancés, structure pan de bois. Avant de se lancer là-dedans, il faut quand même bien réfléchir. Hein. Alors, je parle en qualité d'entrepreneur, j'entends, hein, parce que lorsque vous portez 10 ans comme ça, il y a quand même intérêt à bien vérifier. Mais pour moi, la décennale ne dépend pas de l'état de l'immeuble ou de son support, elle dépend surtout des travaux qui sont réalisés par l'entreprise. D'accord. Une question, madame. Oui, à propos du site qui est transformé en prime pour les ménages modestes et très modestes. Quelque chose m'a échappé. J'ai entendu que tout passait par le syndic, donc il faudra fournir les feuilles d'impôt au syndic. Alors, le CITE, conditions de ressources, comment ça marche? C'est vrai que c'est compliqué, on reprécise. Dans le cadre de travaux, on va prendre un exemple simple de travaux d'isolation de façade. Hein. Sur un montant de marché de 1 million d'euros hors taxe par exemple, il se trouve qu'il y a 475 000 euros éligibles au titre du crédit d'impôt sur la transition énergétique, CITE. L'entreprise qui a réalisé les travaux va faire une attestation au syndic de copropriété disant sur ce chantier à telle adresse, j'ai réalisé sur 1 million d'euros 475 000 euros relevant du crédit d'impôt sur la transition énergétique. D'accord. On transmet ça à votre syndic. À charge à lui de répartir. À la charge du syndic de diffuser auprès de ses copropriétaires concernés une attestation qui leur est propre en fonction de leur quote-part. Par exemple, si vous aviez 56 10 millièmes de ce prix de ravalement, vous allez bénéficier de 56 10 millièmes du crédit d'impôt qui est accordé à la copropriété. Une fois que vous, copropriétaire, vous avez reçu cette attestation de la part de votre syndic, vous en faites part aux services fiscaux dans le cadre de votre déclaration d'impôt. Alors que vous payez des impôts ou pas d'ailleurs, parce qu'on me pose souvent la question, vous payez des impôts, cela vient en moins du montant de l'impôt que vous avez à payer et non pas de sa base de calcul. Et pour les gens qui ne payent pas d'impôts... Oui, c'est la ligne du bas. Hein, exactement, on est bien d'accord, ça fait une grosse différence. Et pour les gens qui ne payent pas d'impôts, c'est un chèque qui est versé par l'État, un chèque sonnant et trébuchant, qui est versé aux copropriétaires concernés. D'accord. Donc les conditions de ressources, en l'occurrence, là, ne viennent absolument pas polluer. À ce jour, ne rentre pas en compte. Et je partage complètement le point de vue d'Irène Demuth de dire il faut que ce crédit d'impôt sur la transition énergétique soit le même pour tous. Oui, parce qu'après, il y a un deuxième sujet que je vais compléter en 30 secondes. Il ne faut pas oublier qu'en copropriété, les décisions se prennent bien sûr aux majorités, mais il y a différents types d'appartements. Or, ce sont souvent les gens qui ont le plus de tantièmes qui peuvent faire basculer favorablement un vote, et ce sont ceux qu'on veut exclure de ce dispositif. J'entends parfaitement des arguments contraires à ça, financiers, revenus, solidarité, sociaux, je les entends vraiment parfaitement. Mais d'un côté réaliste de la chose, il ne faut pas oublier que les plus grosses quotes-parts et les gens qui ont les plus de tantièmes dans une copropriété sont ceux, très souvent, qui font basculer favorablement le projet. Leader sur ce type de projet. Et donc on est un peu, là encore, dans une situation un petit peu ambivalente par rapport à ça. Monsieur. Oui, j'ai une question moins technique là. C'est pour le syndic. Oui, parmi tous vos propos, vous avez parlé d'un acteur qui est incontournable, qui est le conseil syndical. Vraiment, question concrète, est-ce que pour vous, c'est quoi concrètement un conseil syndical efficace? C'est une bonne question. Allez, naturellement pour Gérard, et puis après, je ne sais pas, les entrepreneurs aussi pourront répondre. Alors, je réponds sérieusement ou pas avec humour? Sérieusement avec humour. On va faire les deux, non? Ok. Bon. Non, le conseil syndical, déjà, il est nommé en assemblée générale et accepté par les autres copropriétaires. Et ensuite, j'ai toujours pour habitude de dire qu'une copropriété, c'est des piliers, mais avec trois piliers. Vous avez effectivement la copropriété, le conseil syndical et le syndic. Et les trois fonctionnent ensemble. Si un des trois est défaillant, effectivement, la confiance, tout le reste peut tomber. Et le conseil syndical, il est là surtout pour, être le représentant de la copropriété, la température nécessaire par rapport à des décisions à prendre, et d'accompagner ou de se faire accompagner par le syndic sur certaines
propositions, décisions à envisager et de mettre en place en assemblée générale. Donc si le conseil syndical est assez actif, est assez performant dans l'envie de vouloir accepter les conseils parfois du syndic et ceux des extérieurs, ça fait parfois des beaux ensembles. Mais au niveau de la responsabilité, le conseil syndical n'a pas la responsabilité qu'on pourrait éventuellement lui donner s'il devait arriver à avoir des choses. Si des propriétaires voulaient éventuellement s'en prendre au conseil syndical, ils n'ont pas de responsabilité comme là un syndic ou une entreprise. Jessica, un avis là-dessus? Alors moi je vais simplement compléter vos propos en indiquant que les membres du conseil syndical, en fait, ils sont moteurs également dans la copro. Vous connaissez vos voisins, vous vivez dans la copropriété toute l'année, et en fait c'est votre force finalement. À vous, c'est que vous connaissez vos voisins, vous pourrez échanger avec eux, vous pourrez travailler votre projet quel qu'il soit, que ce soit pour faire un ravalement de la cage d'escalier, changer la peinture du hall d'entrée ou autre. Voilà, vous allez pouvoir échanger. Donc les membres du conseil syndical, c'est vraiment important d'être ouverts à la discussion et d'échanger avec vos voisins, simplement. Mais en même temps, quand vous les nommez, c'est que vous nommez des gens qui vous représentent, avec qui vous faites confiance. À un moment donné, c'est là-dessus que ça se passe. La première responsabilité, ça va être de bien choisir les membres du conseil syndical. Julien, pendant que monsieur prépare sa question, mais il la prépare depuis déjà longtemps, donc il doit l'avoir. Vous l'avez évoqué, Gérard, mais la représentativité du conseil syndical par rapport à l'immeuble est hyper importante. Je disais à Madame Demuth à côté que moi, il m'est arrivé de porter des projets de rénovation énergétique lourds avec un président et un ou deux assesseurs de conseil syndical très actifs, performants, motivés, tout va bien. Et de débarquer à une assemblée générale de 350 personnes qui n'étaient juste pas au courant qu'un projet de rénovation énergétique était instruit par le conseil syndical depuis 2 ans. C'est 2 longues heures en assemblée générale, je vous le dis tout de suite. Ouais. Il faut que la c'est long, démocratie fonctionne c'est long bien, parce que vous avez l'intérieur. bossé 2 ans, vous comptez dessus et il y a un vrai problème. Ça, c'est très important. Monsieur. Oui, bonjour. J'ai cru lire que pour les propriétaires bailleurs, à compter de 2022, il y aurait des performances minimales, énergétiques minimales à obtenir. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer ou infirmer, nous indiquer quelles sont ces performances qu'il faudra obtenir? Alors, on parlait d'être non, on parle du DPE. Oui, des DPE, oui. Non, vous avez l'audit énergétique, mais ça c'est dans les immeubles, mais c'est en 2022 où vous devez avoir en l'occurrence 331 kWh par mètre carré par an qui sont à partir de 2022. Ce qu'il faudra faire, c'est la loi énergie-climat, la récente loi énergie-climat. Qui a été publiée le 9 novembre. Irène, vous voulez compléter? Il y a plusieurs échéances. On va vous passer le micro. Qui a été publié. Excusez-moi, en 2028, il est question que pour tous les bâtiments qui sont classés en F ou en G, si rien n'a été fait, en fait, vous pourrez ni vendre, ni louer. Mais à compter de 2022, est-ce qu'il y a quelque chose ou pas? Parce que 2022, c'est court. Jessica, 2022, en 2022, par rapport à la location, vous avez, il faudra en l'occurrence faire, en cas de vente ou de location, il faudra faire un DPE signalant si vous dépassez notamment, vous êtes supérieur à 331 kWh. C'est une obligation d'information. C'est une obligation d'information. En sachant, je ne sais plus dans la loi, mais ça c'est Henri qui pouvait me le dire, si un professionnel oublie cette information, il est pénalisé, mais je ne sais pas si le particulier est pénalisé aussi d'une sanction financière, et ainsi de suite. Mais en tout cas, le professionnel est pénalisé à hauteur de 15 000 € s'il oublie de mettre cette indication. Il y a une sanction, si la mémoire est bonne, en termes d'augmentation des loyers. S'il ne donne pas l'information, il peut pas augmenter son loyer par rapport au précédent. Il y a un dispositif de cet ordre. En tout cas, le professionnel est sanctionné s'il ne le met pas notamment dans l'annonce, parce qu'on est obligé de la présenter. Ça, c'est 2022, 331 kWh par an et par mètre carré. Une chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la rénovation énergétique n'est pas au rendez-vous en termes de volume et de résultats. Donc il y a eu tout l'incitatif qui a été mis en place, le CITE, des choses qui peuvent évoluer, diminuer progressivement. Et il y a fort à parier que les pouvoirs publics vont passer au coercitif. Donc véritablement obligés à certains niveaux de performance parce qu'il y a des engagements qui ont été pris internationaux par l'État sur la réduction des consommations d'énergie et surtout la réduction des émissions de CO2. Donc la disparition progressive, plus ou moins annoncée, des énergies fossiles. Alors, c'est un point très important. Les aides dont on vous a parlé, je pense qu'il faut vraiment en profiter
parce que la troisième période, celle de l'obligation sans aide, elle arrivera. On est à la veille. Oui. Alors déjà, il y en a certaines, vous les connaissez. La rénovation embarquée, c'est déjà une obligation. Hein. On peut rappeler ce que c'est la rénovation embarquée. Oui, la rénovation embarquée. Alors, juste pour terminer, hein, c'est véritablement sur le vecteur énergétique et sur les choix qui sont faits. Donc on parlait tout à l'heure de l'inertie entre les études ou le fait de penser à faire des travaux d'amélioration et puis la phase travaux. Bien penser au vecteur énergétique, qu'il soit décarboné. Alors la chance parfois, c'est l'accès au réseau de chaleur urbain. C'est de penser à des énergies décarbonées parce qu'on ne va pas y échapper sur les bâtiments. Quelqu'un voulait compléter rapidement? Puis le micro est dans les mains de madame qui va poser une question. Je me permets, on a parlé tout à l'heure effectivement donc des travaux embarqués. Donc il y a la loi le décret de 2016 et de 2017, de mai 2017, qui précise qu'à partir du moment où vous allez engager des travaux de ravalement sur une façade de plus de 50%, il va falloir penser isolation thermique. Bien sûr, il y a des exceptions. Tous les bâtiments ne peuvent pas être isolés. On va mettre à l'exception les immeubles haussmanniens, les immeubles pans de bois, etc. Mais il y a quand même une obligation de présenter aujourd'hui l'isolation thermique. Et c'est la même chose pour les toitures. Quand on parle rénovation énergétique, on ne l'a pas tout à fait, vous en avez parlé monsieur tout à l'heure de la ventilation, c'est incontournable de vérifier et d'améliorer la ventilation parce que si on fait uniquement une isolation thermique par l'extérieur, et qu'on ne revoit pas la ventilation, on va créer une thermos et donc on va créer des problèmes de pont thermique, des problèmes d'humidité et donc ça ne va pas être possible. Donc la ventilation reste un acteur principal dans la rénovation énergétique. Et pour finir, on parlait de tout à l'heure des aides. L'ingénierie financière qui se compose donc de techniciens spécialisés dans la recherche d'aides, donc les financements, les subventions, les prêts, c'est indispensable dans la rénovation énergétique pour pouvoir basculer au vote des travaux, puisqu'ils vont vous calculer un reste à charge, des conditions par rapport sur les 10 ans, peut-être que vous allez pouvoir vous retrouver sur 50 € par mois, plutôt que de vous dire ça va vous coûter 1 million d'euros. Donc c'est une façon aussi d'aider la copropriété à aller vers la rénovation énergétique. Julien, et la question de madame. Oui, je me permets juste de compléter ça. Ce que vient de dire Irène est tout à fait vrai. Et pour donner un chiffre, je pense que le travail d'un ingénieur financier peut représenter jusqu'à 70 à 75% de la décision favorable d'une rénovation énergétique. C'est clair. Vraiment. Madame, ensuite monsieur, que je n'ai pas oublié. Bonjour. Pas parce qu'on est près de moi. Dans notre projet de rénovation énergétique sur la copropriété que nous avons, on nous a parlé de prêts collectifs à taux zéro. éco-PTZ voilà. collectif. Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour en bénéficier? Et sinon, est-ce que, alors peut-être M. Brenna ou M. Souchon, concrètement, est-ce que vous avez vu ces taux réellement se mettre en œuvre? Alors, l'éco-PTZ collectif, moi c'est ça que ça m'évoque, hein, la question de madame. C'est exactement ça. Oui. Alors, l'éco-PTZ collectif, je l'ai vu mettre en œuvre effectivement sur une copropriété, en l'occurrence à Bougival. Je dirais que c'est vous, syndic de copropriété, qui héritez de cet enfer qu'est l'éco-PTZ, qui est séduisant sur le papier, mais qui, dans l'application, est vraiment très contraignant. Alors, on parlait des conditions, des critères, ils sont nombreux, c'est ça? Oui. Alors, je ne les ai pas en tête, madame. Je ne veux pas vous faire une réponse inexacte. Peut-être que Jessica peut nous renseigner là-dessus. C'est une aide publique, hein, comme il existe le prêt à taux zéro depuis 1995, applicable aux copropriétés. Quels sont les critères? Alors au niveau des critères, un certain nombre, donc on en a parlé déjà avec Irène tout à l'heure et même Julien, donc professionnel RGE, des travaux qui visent à améliorer de manière, faire des économies d'énergie. Donc là on parle changement des menuiseries, isolation thermique par l'extérieur, changement de chaudière, etc. Voilà, c'est ce type d'aide dont vous pourrez bénéficier. Il y a vous pouvez avoir, je crois, jusqu'à 30 000 € d'aide, voire un tout petit peu plus si on réfléchit à l'échelle globale du bâtiment. Donc on ne parle pas seulement d'isolation thermique, mais il y a une réflexion et des travaux sur les façades, en toiture. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une aide qui est compliquée à mettre en place. Moi, je l'ai vu sur un projet à Paris. Voilà. Alors, là, on a parlé de toute la partie conditions techniques et tout ça, mais il y a un des éléments
qu'effectivement, nous, on a un peu de soucis à avoir parce que là, par exemple, le passage du crédit foncier à la caisse d'épargne, et aujourd'hui, rien que pour avoir un prêt normal, ça devient hyper compliqué au niveau des documents à fournir par les copropriétaires et ainsi de suite. Mais dans votre cas, vous, il faut rajouter une petite chose. Il faut que je crois que dans la copropriété, il y ait un certain pourcentage au niveau de la copropriété de gens qui ont un certain revenu. Donc en hauteur de 25% de la copropriété qui ait un certain revenu en dessous pour pouvoir bénéficier et de commencer à être écouté. Ça veut dire qu'à ce moment-là, à Paris, on n'a pas beaucoup de copropriétés qui à un moment ont 25% des copropriétaires qui ont un revenu, on va dire, modeste ou très modeste. Irène, et ensuite la question de monsieur. Et je voudrais qu'on ait encore une ou deux avant l'extinction des feux. Alors, il y a effectivement l'éco-PTZ copropriété, mais il y a aussi l'éco-PTZ individuel. Individuel, oui. Donc, le grand changement depuis juillet 2019, c'est que vous pouvez faire une seule action. Alors qu'avant, vous aviez une obligation d'avoir un bouquet de travaux. Donc, celui-ci, je dirais qu'il est plus simple à mettre en place. La grosse difficulté que les entreprises ont, du moins, les copropriétaires, ont du mal à mettre en œuvre, c'est parce qu'il y a encore peu d'organismes bancaires qui veulent s'en occuper. Donc, c'est un va-et-vient de paperasse administrative entre l'entreprise, le syndic, le copropriétaire. Et c'est le gros problème, en fait. C'est toute la partie administrative. Et encore aujourd'hui, j'ai des copropriétaires, donc je parle de éco-PTZ individuels, qui reviennent vers nous. Et je peux vous dire que les banques, elles font pas forcément d'efforts pour que ça passe, parce que c'est pas quelque chose aujourd'hui pour lequel ils ont l'habitude. Donc c'est vrai que c'est pas facile à mettre en place. Donc il faut mieux se retourner vers des prêts, je dirais, dits classiques. Mais alors, vu que les taux sont bas, mais si on doit trouver des subventions, si je peux me permettre, et on l'a fait nous sur un gros ravalement il n'y a pas très longtemps, c'était plus facile, puisqu'on ne cumulait pas, c'est plus facile de demander le côté individuel. Puisque notamment pour tout ce qui était subvention ANA, des choses comme ça, le fait d'amener des documents individuels, nous, syndics, on donnait la facture nécessaire à quitter tout ça, c'était beaucoup plus facile pour eux, on calculait même les millièmes qui leur correspondaient, et c'était plus facile, en l'occurrence, de recevoir une subvention individuelle qu'une collective. Alors, question de monsieur, ensuite madame, et je pense qu'à un moment donné, allez, la dernière est payante. 3 autres questions. La première de monsieur. Oui, rapide. Bonjour. Rapide. Juste une petite observation, vous me direz si je me trompe. Le conseil syndical, pour bien fonctionner, me semble-t-il, doit pouvoir aussi s'entourer de professionnels le qualifiés, le cas échéant, et revenir ensuite auprès du syndic. Le professionnel qualifié, c'est le syndic. Non, mais du domaine d'activité, comme l'aspect énergétique. Oui, mais après, c'est le syndic à lui aussi de présenter des professionnels qualifiés au conseil syndical. Qui peuvent éclairer le conseil syndical. Le premier professionnel, c'est le syndic là-dessus. D'accord. Concernant la subvention de 5 000 € pour le diagnostic audit, une question à double détente. Premièrement, est-ce que c'est la même chose en ce qui concerne les petites copropriétés ou les grosses? Oui. Si on fait une comparaison entre 5 copropriétaires et puis 300, si c'est la même chose. Et deuxième détente, est-ce que si un syndic a omis de faire la demande de subvention, est-ce que c'est récupérable ultérieurement? Alors non, si le syndic a oublié de proposer cette subvention, vous ne pourrez pas en bénéficier par la suite parce que c'est vraiment une démarche qui se fait en amont pour lequel les conseillers vont analyser les différents devis que vous allez recevoir. Votre conseiller va vous faire un retour également sur s'il y a des choses à modifier, à réajuster et est-ce que ça correspond au cahier des charges de l'ADEME et de l'Agence parisienne du climat. Donc vous ne pourrez pas en bénéficier par la suite. Néanmoins, je rappelle, ça doit être voté en AG. Donc à mettre à l'ordre du jour en AG. Voilà, c'est quelque chose qui se prépare en amont, tout comme les rénovations. Même chose sur les C2E d'ailleurs. Hein. C'est un amont qu'il faut tout prévoir et présenter les devis. Madame. Pardon Henri. Et surtout, le syndic, même s'il a oublié, il ne peut pas payer les 5 000 €. Ne lui demandez pas. C'est pour pas être retenu sur ses honoraires. Merci. D'accord. Voilà. Bonne précision. On y va. Merci. Oui, oui, ça va ? On vous entend. Ok, parce que moi je m'entends pas. Enfin, on vous entend. Si on vous entend, oui, il marche. Il faut la rapprocher de votre bouche. Voilà, je voulais juste vous dire que j'ai un ravalement qui va certainement coûter dans les 2 millions, qui vient de commencer. Et en ce moment, l'architecte se rend compte qu'il y a du plomb dans les garde-corps. Et on en a une centaine. Alors je voudrais ou un conseil ou un soutien psychologique. Allez, Gérard. Oui, alors en tant que syndic, je dirais c'est pas de chance. Et si le SPS est bon, il arrête les travaux, il attend de faire les diagnostics et de faire le nécessaire. Mais ce que disait tout à l'heure Irène, c'est le démarrage, c'est au début qu'il faut faire tout ça. Et le problème, ça n'a pas été fait, donc ils vont essayer
ils vont essayer de compenser les uns et les autres, mais le SPS, il est là, parce que je pense que vous avez un SPS. Il n'y a pas de SPS, tu crois? Mais il doit y avoir un SPS qui va dire on stoppe les travaux en attendant que les diacs soient faits et qu'il n'y ait pas de problématique. Les analyses ont été faites, dit madame. Julien. Et vous avez une présence de plomb qui est avérée dans les peintures du garde-corps. Oui, c'est le cas. Mais c'est ce que disait Irène Demuth tout à l'heure. Effectivement, ça fait partie des diagnostics de base qui sont à faire en amont de la consultation des entreprises. Et Gérard vient de dire quelque chose qui est très vrai à l'instant. Et il va falloir stopper les travaux parce que c'est d'abord une protection du personnel qui travaille sur site. Bien sûr. Et, on a un protocole à mettre en place, une responsabilité pénale des entrepreneurs dans la protection de leurs ouvriers ou de leurs sous-traitants d'ailleurs. Ou du syndic bien évidemment, et cela va donner lieu sans dramatique à une plus-value de travaux qu'il va certainement falloir voter en assemblée générale. Oui, ça, Madame, sûr. À vous. Oui, alors moi, pareil, en fait, je suis propriétaire d'un immeuble en indivision sur Clichy, et du coup, là, on va faire des travaux de ravalement, de toiture, cage d'escalier, et en fait, j'ai peut-être pas fait les choses dans l'ordre parce que là, on en est à l'emprunt. Et du coup, je réalise qu'en fait, pareil, je suis pas sûre qu'il y ait eu un diagnostic pour le plomb des garde-corps. Et puis, j'avais appelé la mairie à l'époque pour savoir si on avait le droit à des subventions. Question courte. Et ils avaient dit non, parce qu'il n'y aura pas une amélioration conséquente donc en fait, si vous n'avez pas lancé vos travaux, il faut tout stopper et vous demander les diagnostics plomb et amiante. D'accord, par qui? Alors par l'entrepreneur Alors non, vous avez des diagnostiqueurs spécialisés pour tout ce qui est partie amiante et plomb qui vont pouvoir. Alors il y a un délai parce qu'il faut faire des prélèvements, il faut faire des analyses, mais c'est obligatoire. De toute façon, l'entreprise normalement, elle ne peut pas commencer les travaux si elle n'a pas les diagnostics parce qu'on ne peut pas mettre en défaut de sécurisation nos compagnons et les copropriétaires qui habitent sur place. Alors, il nous reste 1 minute et demie. Alors, ça veut dire 15 secondes de questions de monsieur et puis 40 secondes de réponse de votre part. On y va. Le cas le syndic qui peut demander le diagnostic. Je vais être très court. On a beaucoup parlé de rénovation énergétique. Je voudrais en revenir au problème de rénovation en général. J'aimerais bien que chacun s'exprime et donne trois conseils importants, fondamentaux avant de se lancer dans une rénovation. Bon, allez, je vais accepter lourde, la règle du jeu. Allez, c'était très bien, très bien. Vous m'aidez dans mon rôle, c'est bien. Ce sera la conclusion. Allez, je ne sais pas si c'est trois conseils, même peut-être un seul, pour aller vite, pour mériter les applaudissements que vous aurez après. Julien. Il y en a un et les deux autres sont payants. Allez, Julien Souchon. Ah, j'ai pas dit la plus grande qualité de Julien. Il est diplômé de l'école que je préside. On va voir s'il est bon d'ailleurs. Tiens, allons-y. Pas bien, vous mettez mal. Avec trop de questions. Allez, un conseil, on va le noter. Rapide. Je pense que 3 comme ça. Vous entourer de bons professionnels, prendre le temps de faire les choses dans l'ordre et bien informer les copropriétaires sur plusieurs assemblées générales de ce qu'ils vont acheter, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait techniquement, combien ça nous coûte et à combien on a droit. Préparer le terrain, très bien. Irène. Alors je vais un peu copier sur Julien. On a le droit. Mais en fait c'est un accompagnement. Aujourd'hui. Ça c'est la base, c'est un accompagnement. La technique bien évidemment, les diagnostics et ensuite l'ingénierie financière pour la rénovation énergétique. Monsieur Cottineau. On a le droit de copier les conseils précédents. Oui, Donc oui. effectivement, la qualité des professionnels, leur qualification, leur histoire, on l'a évoqué, la qualité des professionnels, se projeter, c'est-à-dire ne pas être à l'instant T, et notamment sur la rénovation énergétique, le gain de la facture à la fin pour chacun, mais aller au-delà, donc penser à la solution énergétique, penser aux nouveaux usages. Je parlais tout à l'heure du véhicule électrique, on le voit arriver, donc il faut le penser dans la rénovation, et dans la rénovation globale. Et puis, le dernier, le bien-être de tous et de chacun. Jessica et Gérard terminera. Alors moi, je commencerai par communiquer, savoir communiquer. Communiquer avec vos voisins, communiquer avec les membres du conseil syndical, avec votre gestionnaire sur l'envie, ce que la copropriété souhaite faire. Deuxième chose, vous entourez, essayez de faire un peu une veille sur ce qui existe, ce que vous pouvez faire, ce à quoi vous avez droit. Donc j'entends par là les aides financières. Et donc à savoir vous avez des guichets uniques qui vous informent gratuitement. On n'est pas payé pour ça, on est là pour vous informer, on ne vous demande rien de plus que vous informer. Et troisième chose, commencer par un diagnostic de votre immeuble avant de faire une phase de maîtrise d'œuvre et de suivi de travaux derrière. Gérard, 12 secondes. Ah oui. Alors, moi, ça va être plus simple, c'est en tant que syndic. Déjà, la première chose, c'est de vouloir avoir envie de préserver son patrimoine.
vous avez un patrimoine avec une chance. Vous travaillez en copropriété, vous êtes en copropriété, et dans copropriété, il y a le mot co. Donc il y a une forme de collectivité à avoir. Et ça passe un peu de temps à décider et à convaincre. Et une fois qu'on arrive à avoir cette envie, c'est avoir un peu de sous, mais qu'on arrive, entre guillemets, à trouver avec les différentes subventions. Et puis à un moment donné, il n'y a pas qu'une question de prix, on parlait de ça, mais il y a une phrase d'Audiard qui disait « la qualité reste, le prix, on l'oublie ». Donc à un moment donné, il faut faire confiance aux professionnels de dire que les prix qu'on met en place... C'est dans les tontons flingueurs. C'est ça. Donc le prix qu'on met ne sont pas obligatoirement ou pour le syndic ou pour l'entreprise. Si vous trouvez qu'ils vous ont appris beaucoup de choses, ce sera leur seule rétribution, vous les applaudissez, s'il vous plaît. Voilà. Et vous pouvez surtout continuer à échanger avec eux sur leur stand en dehors. Merci beaucoup.